Mon téléphone portable. Jean-Louis Gasset est en déplacement en France cette semaine, c'est moi qui vais faire l'interview ce soir. C'est pour ça que j'ai mis un prix à 23 $ par PayPal. Il y a une réduction. Donc, je pense que certains ont pu voir et profiter du paiement en ligne. On a essayé, on n'a pas fait de buzz là-dessus. Ça a été un franc succès, je pense qu'on va continuer. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est l'entrée à 23 $ au lieu de 25 si vous faites partie de la chambre, ou 30 à la porte. Donc on va continuer. Tout d'abord, j'aimerais une nouvelle fois remercier nos fidèles sponsors, la région de Lyon à travers la DIRLI, UGAL qui héberge le site web de DBF, de Sofitel qui nous reçoit, et surtout la chambre de commerce franco-américaine de San Francisco qui gère toute la logistique. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un sérieux entrepreneur, en la personne de Dan Sperti, qui est le CEO de Viadeo. Dan, merci de te prêter au jour de l'interview. On viendra longuement sur Viadeo. Je te donnerai le micro pour ça, je te le jure. Mais on a une tradition un peu à DBF, c'est d'essayer de connaître un peu mieux l'invité à travers son cursus personnel et professionnel. Donc on va essayer de voir un peu d'où tu viens et ce que tu as fait avant Viadeo. Donc parle-nous un peu de tes origines alsaciennes, si je ne me trompe pas. Et de ta scolarité. Pas pourquoi je suis jamais très crédible quand je dis que je suis alsacien. C'est mon look, mon nom. Pourtant c'est vrai, je suis né à Strasbourg, hein, effectivement. De parents marocains, les origines. Né à Strasbourg et j'ai fait jusqu'à 18 ans à Strasbourg, au fameux lycée Clévert, ensuite une prépa d'1 an, et puis ensuite la vie parisienne avec une grande école de commerce à Paris. Tu fais une école de commerce, tu as choisi HEC. La question que tout le monde peut se poser, c'est pourquoi avoir choisi le HEC, le commerce, et pas une grande école d'ingénieur française. Tu avais des problèmes en maths? Il m'a dit je ne serai pas agressif, t'inquiète. Moi alors on ne prépare rien, il n'y a pas de problème. La prochaine fois on prépare. J'étais plutôt bon en maths, mais c'est le système français. C'est marrant parce que je suis en train de découvrir le système américain avec mes enfants. Et dans le système français, vous savez aussi bien que moi, lorsqu'on est plutôt bon à l'école, soit on est ingénieur, soit on va faire du business. Moi j'ai envie de faire du business. Et donc quand on fait du business et qu'on y arrive, on fait HEC. On ne fait pas d'école d'ingénieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un sérieux entrepreneur. On le verra tout au long de ta carrière. Tu as repris ou monté différentes entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta famille ou tu es le seul à faire ça? Ouais, non, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'ADN familial. Alors, si je vous dis ce qu'ont fait mes parents, vous allez me dire il dit n'importe quoi, parce que mon père était salarié chez Cronenbourg et ma mère institut. C'est l'ADN entrepreneurial. mais en fait, il faut juste sauter cette étape-là, et puis ensuite c'est bon. Il était pas léger de Cronenbourg? Il était déjà de Cronenbourg, mais voilà, en fait, au-dessus, ensuite, grands-parents, arrière-grands-parents, paternels, maternels, ça a toujours été entrepreneur. Et mes parents, simplement, parce qu'ils ont quitté le Maroc à 18 ans pour venir étudier, ont eu des enfants très jeunes, et du coup, on dû bosser. Mais je pense que, quelque part, si je suis entrepreneur, si notre devait faire être entrepreneur, c'est pas pour rien, c'est qu'il n'avait qu'une envie, c'est qu'on ne soit pas salarié comme lui, je pense. Donc tu as 2 frères, dont un est aussi entrepreneur et l'autre fait... L'autre est écrivain. L'autre est un écrivain qui marche bien en France et qui... certains le connaissent qui s'appelle Thierry Serfati et qui écrit en ce moment un autre bouquin qui s'appelle Ellie Anderson. Tu m'as dit de ne pas faire de la pub de Viadeo, mais tu m'as pas dit de ne pas faire de la pub pour les bouquins de mon frangin. Donc voilà, il s'appelle Ellie Anderson. Et non, mais il écrit des livres. Et ce qui est sympa, c'est qu'il arrive à... Il est médecin à la base, mais aujourd'hui, il arrive à en vivre de ses bouquins, donc c'est plutôt sympa. Après HEC à Paris, tu es parti faire une coopération, c'est ça, de 2 ans en Italie. Voilà. Pourquoi avoir choisi l'Italie? C'était une filiale de Danone?
C'était ma seule expérience, c'est ma seule expérience salariée. Donc ces 2 ans pour à l'époque, je ne sais pas si certains se souviennent, pour ne pas faire le service militaire, on pouvait aller bosser à l'étranger pour une société. J'avais le choix entre Air Liquide à Tokyo et puis Danone sur le lac de Garde. Voilà. Tu parles italien? Je parlais italien couramment, je me suis même marié avec une Italienne, du coup, ma femme, que j'ai rencontrée là-bas, et je me suis marié moi aussi très jeune. Et tu as fait quoi? Tu as retenu quoi de ton expérience de 2 ans de salarié? Un permis bateau. de gars. Et puis franchement, c'était très sympa, voilà, c'était très sympa, mais j'avais aucune intention de continuer derrière, c'était vraiment, je faisais mes 18 mois ou 22 mois, je sais plus. Et puis ça s'arrêtait là. Donc, non, si tu me dis autre chose que le lac de Garde de ski nautique, j'avais un directeur marketing qui était très sympa. Tous les après-midi, il voulait sortir sur le bateau. Moi, j'étais d'accord avec lui. Donc voilà ce que j'ai fait un peu pendant 2 ans. En rentrant, donc tu es en France, après la coopération, tu es assez jeune, 23 ans, je crois, à peu près, et tu reprends une société qui fait des télescopes. Comment tu fais l'opportunité et avec quel argent? C'est une société, je pense que vous connaissez tous, c'est un pari où on mettait 2 francs, maintenant on met 1 euro, et qui a sur la Tour Eiffel, sur la Côte d'Azur, ce télescope qui permet d'observer le paysage. Il y avait une boîte qui avait le monopole en France, qui était vaguement familiale, c'est-à-dire de beau-père d'un genre. Donc je le connaissais, c'était une société qui faisait, je me souviens à l'époque, 1,5 million d'euros de chiffre, 10 millions de francs de chiffre d'affaires, 1,5 million d'euros, et dont personne ne s'occupait, qui perdait 500 000 euros l'année où je suis arrivé. Donc le guide, ça a été de dire, j'en reprends 50%. Et en échange, je me mettais caution sur la moitié, parce que la perte avait été financée par la banque. Donc il y avait 500 000 euros de dette bancaire. Je me mettais caution perso sur 250 000 euros. Donc, à l'époque, franchement, 250 000 euros de caution, il aurait pu me demander 25 millions, c'était la même chose. Ça, j'avoue que ça m'a pas dérangé beaucoup. J'ai donné la caution de 150 000 euros, puis cette société, je l'ai redressée en 2 ans, 2 ans et demi. On a arrêté de perdre des sous, et puis j'ai pu la revendre à des Allemands, et du coup, pour la première fois, j'ai gagné un peu d'argent. Qu'est-ce que tu as fait pour la redresser? Qu'est-ce que tu as changé? Principalement, et c'était marrant, démarrer une expérience d'entrepreneur avec la restructuration, c'était reprendre... Bon, d'abord, il y avait des choses... Il ne fallait pas être génial pour ça. La société, elle partait un peu à volo. Et donc, il y avait des dépanneurs locaux qui étaient souvent des retraités ou des gens de la mairie. Et quand ils faisaient les caisses, c'était un peu un pour moi, un pour toi. Il faut faire 2 pour moi, 1 pour toi. 5 pour moi, 1 pour toi. J'ai l'impression que c'était un petit peu ça, quoi. Comme ils n'étaient pas poursuivis, il y avait des compteurs qui tombaient toujours en panne, et vraiment systématique, je ne plaisante pas, au mois de juin. Et qui se remettaient à marcher vers octobre-novembre. C'est marrant, juste la saison touristique. Donc le gros du chiffre, il n'y avait plus de compteurs. Donc déjà, rationaliser le système de ramassage sur un mode plus Otis, ascenseur, avec des dépanneurs qui tournaient sur toute la France de manière régulière. Et puis couper des emplacements qui ne fonctionnaient pas, rajouter des appareils sur les emplacements qui fonctionnaient bien. Et voilà. Et pourquoi avoir vendu et pas essayer de prendre un marché pour vendre? Non, c'était pas une société où je voyais un potentiel de développement. Franchement, moi j'aime bien la croissance. Là, c'était de la restructuration, c'était sympa. Et puis en parallèle, j'étais déjà en train, en fait, avec un copain à moi, je m'étais associé avec un copain à moi et on a pu lancer une deuxième boîte derrière. Et ça s'est fait en même temps. Donc là, tu lances une société d'import-export de textile qui n'a strictement rien à voir avec tes expériences précédentes. Donc pourquoi avoir choisi le textile déjà, ça c'est vraiment un de mes credos. Et chaque fois que j'ai pu donner des conférences auprès de jeunes entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs à Paris, j'ai toujours dit ça. Ne pensez surtout pas qu'il faut connaître un métier pour bien le faire. Moi je suis convaincu qu'en étant... c'est pas ça la qualité majeure d'entrepreneur, c'est pas connaître le business. J'ai fait, j'ai fait du tourisme, ensuite j'ai fait du textile, puis j'ai fait de la finance, puis j'ai fait de l'internet. C'est un bon exemple, hein, c'est-à-dire vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Donc là, le vêtement, c'était juste complètement opportuniste. J'étais avec ce copain, puis on était à Londres en week-end avec nos épouses respectives. On a rencontré un copain, qui nous a dit, moi je fais de l'importation en 90, et je fais de l'importation de vêtements que je fais fabriquer en Asie. Et je leur vends à la grande distribution ici en
dessus en France, tu le revends. Et lui, il dit non. Et c'était à l'époque, avant 93, les frontières étaient fermées, mais c'était pas encore l'Union Européenne. Enfin, c'était l'Union Européenne, mais pas avec les frontières ouvertes. Du coup, c'était un peu compliqué d'aller acheter, même en Angleterre. Il fallait des douanes, il fallait des douanements, etc. Et du coup, on a pris des valises, puis on est allé, je me souviens, on était au Sentier. Et on est allé au Sentier, puis on a montré ces échantillons, et puis l'équipe a dit, ouais, ça m'intéresse. Et ben voilà, on a un business, quoi. Tu as monté sans financement, juste... Ouais, sans financement, et je pense que c'est sans doute mon souvenir, si tu me demandes quelle est ma pire expérience d'entrepreneur, enfin ma pire ou ma meilleure peut-être, mais expérience d'entrepreneur, c'est ça là, c'était le début. Parce qu'on n'avait aucun financement. Donc on est allé en se disant, on achète, on vend, donc il n'y a pas de raison, une fois qu'on essaie de vendre, d'acheter une fois qu'on a vendu. Alors malgré tout, il fallait un petit peu de financement, donc je me souviens que notre premier camion, vraiment c'était peut-être le deuxième, on a fait une petite vente, puis on est allé voir un autre gars, toujours au Sentier, je crois, et il nous a dit, je t'achète un camion complet. Le complet, c'était 10 000 chemises. Donc 10 000 chemises qu'on lui vendait, je crois, et on l'a payé 15 francs. Et puis on lui a vendu ça à 25 francs. Vous imaginez 10 000 fois 10, 100 000 francs de bénéfices en 90 sur une première affaire. On s'est dit, ça y est, le monde est à nous. Voilà. Et ce camion, il est parti. Donc on a dû ouvrir une lettre de crédit auprès de cet Anglais. Du coup, un crédit bancaire du montant de 10 000 chemises fois 15 francs, donc 150 000 francs. Et puis, ce camion part, camion volé. On est moins riche. Je vais on va chez le transporteur, et on dit c'est impossible, il y a une assurance. Oui, il y a une assurance. Combien elle paye? Elle va vous rembourser. Dans combien de temps? 3 mois, 4 mois. C'est pas possible, ma lettre de crédit, moi, elle tombe dans 1 mois. Donc je peux pas, c'est pas possible. Mon banquier il s'en fout, et mon fournisseur il s'en fout, et mon client m'appelle toutes les 3 minutes pour me dire où est mon camion. Vraiment, je pense que je dors chez le mec, chez le transporteur. Je passe ma journée là-bas. Et la nuit, et le lendemain, je suis là à 8 heures de nouveau, et mon associé de l'autre côté, à se dire, c'est pas possible, il faut nous payer maintenant. Je sais pas, il fait intervenir, je crois qu'il n'en pouvait plus nous voir. Donc il fait intervenir, je sais pas quoi, il y a la garantie de son assurance qu'on sera bien payé. On prend un chèque 150 000 francs, on l'amène à la banque, on réouvre une nouvelle lettre de crédit, un nouveau camion part, on livre le gars, il nous fait une traite à 90 jours. On donne cette traite à la banque, super, on est financé, on peut continuer à faire d'autres petites affaires. Puis 90 jours après, la traite elle revient payée. On va à l'entrepôt pour essayer de revoir le gars. C'est vraiment comme dans La Vérité si je m'en souviens. Pareil. Ça c'était quasiment la première affaire qu'on a faite. Et quand on a compris que ça allait revenir impayé, parce qu'avant on sentait que ça allait pas bien, le gars répondait plus au téléphone, il voulait plus acheter. La première leçon qu'on en a tirée, c'est que quand on fait 90%, il y a Internet qui a changé les choses. Mais à l'époque, on s'est dit 80% de marge sur un produit, c'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on achète 15 et qu'on revend 25, c'est qu'il y a un problème. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est battu comme des fous pendant 3 mois pour essayer de générer suffisamment de chiffres et suffisamment de marge pour s'en sortir. On s'en est sorti, partiellement, le banquier a fait une partie, etc. On a pu continuer. Voilà, c'est devenu une boîte qui, 10 ans après, il y avait plus de 100 personnes, on a un nombre de chiffres, rentable tout le temps. On a fait un LBO au milieu pour acheter des chaînes de détail. Tu étais uniquement en France ou vous êtes... Non, on était en France, en Italie, en Espagne. Et puis ensuite, on achetait bien sûr plus en Angleterre, mais on achetait directement en Asie. Donc on a ouvert des bureaux à Hong Kong. Voilà, ça s'est devenu une boîte sympa. Donc tu as fait ça pendant 9 ans. À peu près. Donc ça marche bien. Et pourquoi tu as arrêté? Je crois que tu as vendu tes parts. Ouais. Pour faire de moi je suis l'argent, sorti. on a bien compris, mais sinon, est-ce que tu voulais faire autre chose à ce moment-là? Je disais, je crois que c'est un peu le complément de ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que c'est pas la peine de connaître un métier pour se lancer dans un nouveau truc. À l'inverse, je pense que ça fonctionne un peu par cycle. Du moment où voilà, on a un peu marre, on a envie de faire autre chose. Là en plus, on était, vous le savez mieux que moi, parce qu'il y en a pas mal qui étaient déjà dans la vallée à cette époque, donc c'était le 99-2000, donc c'était la folie d'Internet. Et puis je me disais, moi j'étais dans un métier, ce métier d'import-export, c'est un métier où on gagne très bien sa vie, et quand je voyais ce qui se passait, on en parlait tout à l'heure avec un café, c'est bien qui me disait, en 99-2000, je devais avoir 36, 30 ou 4 années. Je fais HEC, entrepreneur qui a réussi. Il faut que j'aille dans ce truc-là. Il faut que j'aille faire de l'Internet. Puis j'en avais un peu marre, j'avais vraiment envie de changer.